Depuis le temps que je vous l'ai promis, enfin j'ai trouvé le courage de vous parler du tome 1 du manga Wakfu. Un manga que je dois avouer avoir lourdement sous-estimé alors qu'il est de loin, de très loin, le média actuel qui a le plus dévoilé de mystères concernant des questions qu'on se posait depuis très longtemps. Un véritable petit bijou pour les fans qui rétablit beaucoup de cohérence au cosmos et qui continue de nous faire rêver à ce que la suite pourrait nous raconter. Un manga magnifié par les dessins de Kat-chan dont je ne cesserai de clamer ses talents de dessinatrice, un pur talent provenant d'Ankama qui a pleinement réussi sa mission en donnant vie aux personnages de la série à travers ses dessins. Au programme dans cette vidéo, tout d'abord je tâcherai de vous résumer l'histoire du tome 1 pour que vous puissiez être à jour sur l'histoire qui nous est racontée, puis ensuite je terminerai avec une petite analyse et théorie de ce que l'on peut comprendre de toutes ces révélations, histoire d'être complètement à jour avant d'attaquer le tome 2 qui est en cours de parution sur Allscreen. Mais avant de démarrer, je vous le rappelle au cas où vous l'avez oublié, nous avons créé un Discord, le Discord référence pour tous les fans de l'animation Made in Ankama. Alors si ce n'est toujours pas fait, foncez en description pour nous rejoindre, vous verrez, ça foisonne de fans de la série et de l'univers du Cosmos. Ceci dit, ne traînons pas davantage, c'est parti pour cette vidéo review et analyse du tome 1 du manga Wakfu La Grande Vague. Lorsqu'on débute la lecture de ce tome 1, on comprend que nous nous retrouvons à peine quelques mois après la victoire de Yugo et de sa bande sur les nécromes du terrible Tauros Mordal, qu'on a tous pu découvrir dans la saison 4 de Wakfu. Depuis, Yugo s'est uni avec Amalia, faisant quelque part de lui un roi consort du royaume Sadida. Un royaume qui, grâce à Amalia, est devenu une terre d'accueil pour les Héliathropes qui ont gagné ce privilège en se battant aux côtés de leur roi Yugo et des Sadida pour protéger le royaume et le monde des 12 plutôt que de fuir en suivant leur mère à travers le cosmos. C'est sur ça qu'on retrouve Yugo et Amalia qui, de toute évidence, assument pleinement leur amour désormais. Un tableau idyllique qui s'obscurcit lorsque Yugo est en proie à un mystérieux dragon dans ses rêves, lui faisant voir un avenir sombre dans lequel sa tendre Amalia meurt et dans lequel le monde des 12 est ravagé par un immense raz-de-marée. Des mises en garde qui lui avaient été déjà transmises par Oropo il y a quelques mois lorsqu'il affrontait les Nécromes. Yugo est un véritable fléau pour le monde des 12 qui ne cesse de faire appel à des pouvoirs qui le dépassent. C'est pour ça qu'il le déteste, bien qu'il sait que Yugo est issu d'une union entre le grand dragon et la déesse Héliathrope, faisant de lui quelque part un demi-frère dragon. Yugo est à ses yeux le responsable de nombreux risques qu'a encouru le monde et qu'il risque encore de provoquer à l'avenir, une menace qu'il veut absolument stopper. C'est pourquoi il lui fait la promesse de venir à sa rencontre. Sur ces paroles inquiétantes, Yugo se réveille heureux de voir que finalement son épouse est bel et bien vivante à ses côtés. Mais bon, il reste bien chamboulé par cette rencontre dans ses rêves qui promet encore une fois un avenir bien incertain pour le monde des 12. Amalia ne comprend pas trop pourquoi Yugo est paniqué, il faut dire que pour le moment, ses priorités ne sont pas de comprendre les rêves étranges de Yugo, mais plutôt de s'occuper de son royaume qui a subi de plein fouet l'attaque des Nécromes. Le terrible Rotalstrom entravé par les ultimes rances d'Armancher Amcharm étant la preuve encore aujourd'hui immuable de l'héroïsme de leur défunt roi, face à une menace terrible qu'il est bon de rappeler, est toujours vivant malgré qu'il soit statique. Ajoutons à ça le souci d'assimilation des Héliathropes dans le royaume, Amalia a fort à faire pour établir l'ordre entre ces sujets. Certes, des unions entre Héliathropes et Sadida font progresser le lien entre ces deux peuples, mais des tensions sur le décalage de culture existent, fragilisant Amalia dans son rôle de reine, d'autant qu'elle est celle qui a permis cette situation. Et pour ne rien arranger, Yugo ne semble pas très intéressé par la politique, laissant seule Amalia endosser ce rôle quelque peu ingrat. Faut dire que pour le moment, c'est pas la priorité de Yugo. Il est complètement déboussolé par son rêve. Heureusement, Adamaï, ressentant l'instabilité de son frère, est venu pour le soutenir, mais même ce dernier en a marre de son frère, pointant du doigt son plus gros défaut, sa fragilité d'esprit. Yugo possède un pouvoir si grand qu'il ne peut plus se permettre d'être quelqu'un de commun. Comme le dit si bien Adamaï, il doit s'élever et devenir bien plus qu'un héros de la confrérie du Tofu. Il faut se rappeler qu'il est le détenteur du pouvoir des Sidofus Héliathropes fusionnés ainsi que de l'Héliasphère, des pouvoirs divins impliquant de très grande responsabilité. À peine avons-nous le temps de comprendre ce qui se joue sur le royaume Sadida et de vivre la complexité de l'intégration des Héliathropes, qu'un nouveau problème pointe le bout de son nez. Une troupe provenant du royaume Osamodas, composée du roi Osamodas en personne accompagné de sa fille Aurora, font irruption en pleine doléance du peuple Sadida pour faire une annonce fracassante. Aurora est enceinte d'Armand et de fait réclame la régence du royaume le temps que son enfant vienne au monde, vu qu'il sera l'héritier légitime du trône du royaume Sadida. Une revendication quelque peu osée, elle qui a préféré écouter son père et fuir le champ de bataille lorsqu'Armand s'est éteint, abandonnant de fait le peuple Sadida à son sort, là où Amalia a endossé à bras le corps ce rôle, dans le pire des moments pour accorder un avenir à son peuple, offrant même un asile aux Héliathropes apatrides qui se sont battus vaillamment pour repousser les Nécromes. De plus, il faut le dire, Aurora ne semble pas sensible à la culture Sadida.
Hugo lui est vu comme un étranger nuisible, apportant que des problèmes au monde. Il est vu d'un mauvais œil par beaucoup de Douziens, et le roi Osamodas fait partie de ces gens qui n'aiment pas les héliatropes. Alors vous vous imaginez bien qu'une terre où Sadida et Héliatrope s'unissent, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour beaucoup. Bah oui, parce que ces enfants à naître à l'avenir seront natifs du royaume Sadida et totalement légitimes à vivre ici. Mais avoir autorité sur des enfants héliatropes, c'est impossible pour eux. Seul Hugo a ce pouvoir. Et entre nous, pouvons-nous vraiment les blâmer? Il n'y a pas de vérité absolue en réalité. Aurora semble réellement attachée à ce qu'Armand a toujours prôné, à savoir la méfiance vis-à-vis des héliatropes. Et il est vrai de dire que sans les héliatropes, le monde des 12 serait bien plus calme et à l'abri de nombreuses calamités qu'elle a subies. Sans compter qu'elle est réellement dans son bon droit si elle est enceinte d'Armand. Seul bémol, c'est son désamour pour le peuple au vu de la manière dont elle parle à sa servante Sadida. Rien n'indique qu'elle gouvernera avec bienveillance. Bien au contraire, elle semble même être très conservatrice dans sa manière de penser. Il suffit de voir sa réaction à l'union d'un Sadida avec une héliatrope, il s'en est fallu d'un rien pour qu'elle fasse irruption pour tout détruire. Heureusement que son père est bien plus modéré et fin politique pour tempérer les ardeurs de sa fille. Sans quoi, son plan pour récupérer le royaume Sadida serait tombé très rapidement à l'eau. Pendant ce temps, quelque part dans le monde des 12, on en sait un peu plus sur le mystérieux dragon qui est apparu dans les rêves de Hugo. Tout indique que l'identité du dragon soit Grugalo-Razalar, le dragon noir du Dofus Eben. Il possède les pouvoirs de son propre Dofus et grâce à la particularité du Dofus Eben, il a été capable de ressusciter sa gardienne Julite en sacrifiant des milliers de vies d'une bourgade jusqu'alors très animée. Petit à petit, Grugalo-Razalar met en marche son plan et maintenant qu'il dispose de sa gardienne pour l'aider, il y a de grandes chances pour que son prochain arrêt soit le royaume Sadida. Un royaume Sadida où un grand banquet se tient pour fêter cette union entre Héliatrope et Sadida. La fête bat son plein, Grugalo-Ragran et Chibi sont là, ainsi que Calibert ou encore Adamaï. Le bonheur est à son comble, tout est parfait, jusqu'à qu'une servante Sadida, l'air de rien, sert à boire à notre petit couple royal. Et ce n'est qu'au moment où le verre arrive aux lèvres de Hugo et Amalia, qu'Amalia comprend rapidement qu'il s'agit d'un verre empoisonné. Malheureusement, c'est trop tard, Hugo a déjà bu une gorgée. Il s'effondre aussitôt, tous bruyamment, les effets semblent être immédiats. La chance qu'il a, c'est qu'il est quasi divin, disposant de la puissance des 6 Dofus héliatropes. Grâce à ça, le poison ne l'élimine pas directement. Par contre, malgré lui, il cause des dégâts terribles autour de lui, et plus le temps passe, plus les crises s'intensifient. Adamaï a la bonne idée de l'emporter loin dans les airs pour éviter que Hugo ne blesse ses sujets ou ses proches. Il glisse même à Hugo l'idée de partager ses douleurs avec lui pour qu'il puisse surmonter les douleurs du poison. Il lui donne même l'idée de les téléporter loin pour éviter que le royaume Sadida ne soit touché. Décidément, Adamaï m'impressionne, il garde la tête froide et essaye de trouver des solutions. Amalia, elle, est complètement choquée de voir que son époux a été empoisonné et va céder à l'hystérie et désignera pour coupable Aurora et son père, tant bien même qu'elle n'a aucune preuve que ce soit eux. Elle dira même qu'elle était à 2 doigts de leur céder le royaume, mais que désormais c'est terminé. Pour Amalia, Aurora et son père sont des indésirables qui doivent impérativement quitter le royaume Sadida. L'attitude d'Amalia va exacerber Aurora qui va céder aux provocations et attaquer Amalia. Une bien lourde erreur, Amalia est une aventurière émérite qui a affronté de nombreux ennemis au cours de ces dernières années. Contrairement à Aurora qui est une princesse qui n'a pas connu ce genre de vie. Elle va se faire littéralement rétamer par Amalia qui n'aura aucune peine à la mettre à genoux. Même avec l'aide de son père, elle n'y arrivera pas, et le roi Osamodas aura beau tenter de lui expliquer qu'ils ne sont pas à l'origine de l'empoisonnement, Amalia ne sera plus ouverte au dialogue. C'est une véritable reine guerrière qui s'est éveillée, prête à tout détruire par amour pour Hugo. Une Amalia qui ne laisse plus place au doute, et je dois vous avouer que pour la toute première fois, j'ai adoré ce personnage. C'est à ce moment que Grugalo-Razalar montre le bout de son nez, et on comprend très vite qu'au final c'était lui qui était derrière tout ça. La serveuse qui a servi du poison à Hugo et Amalia n'était autre que Julite. Et à peine a-t-on le temps de le comprendre qu'il s'empresse de rejoindre Hugo et Adamaï. On pourrait alors croire qu'il s'est ouvert le chemin pour abattre Hugo, mais la réalité est tout autre. Au contraire, il vient à son secours. Et ce sera sur cette situation qu'on termine le tome 1 du manga Wakfu la Grande Vague. Bon, il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre. Tout d'abord, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on fait le lien avec les visions d'Oropo. Ce qui me laisse à croire que ses apparitions dans la saison 4 n'étaient pas simplement là pour lui faire un tuto de ses nouveaux pouvoirs, et ça c'est vraiment appréciable. Ce qui me surprend par contre, c'est que Grugalo-Razalar semble être lui aussi au courant. Du coup, il y a pour moi que 2 possibilités. Soit c'est Oropo qui par le passé a déjà conversé avec Razalar, soit Hugo ayant du sang de dragon partage une sorte de conscience collective propre au dragon, ce qui a permis à Razalar de voir les rêves de Hugo et de les comprendre.
Personnellement, ça me semble un peu plus bancal parce que même en voyant les rêves de Hugo, difficile de comprendre en quoi il en sera responsable. Je pense plutôt que c'est Oropo qui a exposé ce qui pourrait arriver à Razalar dans le cas où il ne réussirait pas à contrecarrer Hugo. Par la même occasion, on pourrait d'ailleurs donner davantage de sens à l'OAV d'Oropo qui reste à ce jour encore très mystérieux, concernant les missions en particulier que devaient accomplir Desperia et Repulse, sans compter le dragon qu'aurait déjà affronté par le passé Bouillon. Concernant Aurora, à mon sens, elle n'est ici que pour offrir une dualité à Amalia dans cette décision politique. Étant ouverte à l'assimilation du peuple héliatrope au sein du royaume, Aurora donne davantage de saveur à la complexité d'accomplir cette politique. Elle est même désormais la voix dominante qui s'élève contre cette idéologie, prônant quant à elle un retour aux valeurs qui étaient chères à son époux. Par la suite, on a du coup l'identité de celui qui semble prendre la place d'antagoniste pour le moment en la personne de Grogalo Razalar. Franchement, celui-là, je pense que personne s'y attendait. Choisir un dragon primordial comme grand méchant, c'était une surprise, mais on comprend super vite que c'était pas un choix anodin. En effet, très vite on met en avant la filialité qui l'unit à Hugo vu qu'il est le fils du grand dragon. Faut dire que jusqu'à maintenant, les frères dragons des héliatropes n'ont jamais développé leur background. Et ce que l'on sait même des dragons primordiaux, on ne sait que des jeux. Du coup, c'est vraiment cool de mettre l'accent sur les dragons dans le manga, ça va étoffer ce que l'on sait d'eux et leur place dans l'univers du Cosmos. En tout cas, Grogalo Razalar promet, il est très mystérieux et semble tout savoir. Par quel moyen a-t-il ce savoir? Pour le moment, ça reste un mystère. En tout cas, il savait très bien comment faire revenir sa gardienne et quel plaisir de retrouver Julite. Une Julite qui semble être devenue muette, elle ne dit plus un mot et surtout elle suit sans poser de questions les plans de Grogalo Razalar. Elle empoisonne Hugo, certainement sous les directives de Razalar, pour démontrer le danger que représente Hugo si jamais il perd le contrôle de lui-même. C'est drôlement fourbe, surtout qu'il le rejoint pour le secourir à la toute fin. D'ailleurs dans cette séquence, Sadama il me fait super plaisir, on voit que le personnage évolue dans le bon sens, il est vif, il garde la tête froide et surtout il est de bons conseils pour son frère qui lui est défaillant sous pas mal d'aspects. Malgré tout ça, des questions subsistent. Quel but poursuit réellement Grogalo Razalar? Pourquoi est-il sous sa forme humanoïde alors qu'on l'a toujours connu sous sa forme dragon? Et surtout, si Grogalo Razalar est là, où sont ses frères? Des questions qui vont sûrement avoir leur réponse dans le tome 2 que j'ai hâte de vivre. J'ai hâte de voir quel genre de révélation pourrait nous révéler Grogalo Razalar. Voilà les amis pour cette vidéo qui je l'espère vous aura plu. J'ai pris vraiment le temps de le faire parce que je ne voulais absolument pas vous spoiler en pleine diffusion. L'histoire de ce tome 1 était déjà très intéressante et le tome 2 commence très fort. J'ai hâte de vous en parler, en attendant n'hésitez pas à me retrouver sur le Discord en description. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.